quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson. Alors Antoine, tu sors le 23 septembre L'An Culture, un pamphlet sur l'art contemporain. Comment t'es venue cette idée d'écrire sur l'art contemporain ? Alors c'est vrai qu'au début je me souciais peu de l'art contemporain étant donné que je faisais mes productions de mon côté et que le reste ne m'intéresse que très peu. Pourquoi je suis venu sur ce sujet ? Car en avril 2015 j'ai tenu une galerie en ville de Genève, à la rue Étienne Dumont, qui s'appelait Les Allemandes, qui à cette occasion j'exposais donc pour la première fois mes tableaux, mes toiles expressionnistes. Et un jour, pendant la journée, je suis allé visiter un peu une autre galerie qui était en bas de la rue, au numéro 1. Et cette expérience fut assez déterminante dans la mesure où j'ai observé que c'était aussi bien gardé qu'une banque. Et je suis rentré, j'ai fait mine d'être intéressé par les objets qui étaient exposés. J'en ai relevé beaucoup qui étaient peu intéressants, disons, pour rester poli. Et à l'issue de ma visite, qui a duré une dizaine de minutes, j'ai posté un message sur les réseaux sociaux avec une photo de la liste des prix qui étaient donc ceux des œuvres, entre guillemets, exposées là-bas, là plus bas. Et j'ai fait part de la stupéfaction de voir un tableau, disons, une toile blanche déballée du plastique, avec sur laquelle une inscription à la peinture noire dégoulinante, je ne sais pas, qui était d'une profondeur, aussi intense que ce qu'une gamine de 14 ans aurait pu écrire sur son Skyblog. J'ai exprimé mon étonnement quant à une œuvre qui valait 11 800 francs. 11 800 francs pour une toile avec 3 mots dessus écrits avec un peu du style I think what I want to think, enfin des trucs grotesques. Donc voilà, sous couvert d'art. Donc, j'ai fait part de mon expression et j'ai affirmé que je pouvais faire la même chose pour qui le voulait en échange d'une bière. Voilà. En termes de gratitude, une bière m'aurait suffi pour faire quelque chose à quelqu'un de ce style s'il avait voulu ça chez lui. Donc après ça, je me suis ramassé un commentaire tout à fait d'une personne que j'avais vue une ou deux fois dans ma vie, dont j'avais oublié l'existence jusqu'à cette époque-là, qui m'avait lâché un peu très, très salement. Je préfère avoir l'un de ces tableaux plutôt que d'avoir une de tes horreurs accrochée à un de mes murs. Bon, il peut penser ce qu'il veut donc, de ce que je fais. Toutefois, il m'a insulté moi, et il a insulté mon essence la plus stricte, étant donné que je fais ça de façon désintéressée et purement, disons, sensitive, purement authentique. Voilà, j'ai pas envie de faire des pléonasmes, hein, mais voilà, c'était quelque chose, c'est mon art, c'est ainsi, je ne maîtrise pas tout ce que je fais, et je ne calcule pas le prix que je peux tirer de tout ce que je fais. Donc, on était dans une dimension différente quant à donc l'approche de chacun. Et donc ce gars m'est venu tomber sur le dos, et puis je me suis dit, bon, il y a des gens comme ça qui ont cette méchanceté. J'ai fait quelques recherches sur lui et j'ai vu que son père tenait une galerie d'art contemporain, donc j'ai constaté que c'était un gars qui était du milieu et qui avait quelque intérêt à venir faire le malin sur ma page, alors que je ne suis rien, hein, je veux dire, je compte pour personne.
j'ai décidé de ce jour-là de démolir ce business qui pour moi était nauséabond. Et j'étais contre l'idée d'user le terme art, le nom art, qui porte en lui beaucoup de choses très positives pour l'humanité, très essentielles, pour justement faire un business avec des toiles vides, du blanc sur blanc, du monochrome et de la musique sans musique. Voilà. Cette couverture, cette photo sur la couverture de ton pamphlet, et pourquoi ce titre, l'enculture? Voilà, effectivement, ça a fait rire et choqué pas mal de gens à qui je l'ai montré. Le titre, l'enculture, n'est pas anodin. Il faut savoir que c'est Jean-Marie Le Pen qui m'a inspiré ce titre. D'ailleurs, je l'ai mis dans le premier, il y a quelques citations dans le livre, et j'ai mis un extrait que Jean-Marie Le Pen avait cité, enfin, un extrait de ce qu'il avait dit une fois dans un de ses journaux de bord, à savoir quand il commentait l'actualité et il parlait de la place Vendôme qui avait été victime de l'érection d'un plug anal vert par Paul McCarthy. Donc c'était grotesque, il l'a relevé très justement et il a dit c'est un modèle de l'enculture. Il y a aussi des règles pour l'écologie humaine et que l'esthétique n'oblige pas à recevoir tous les délires créatifs d'un certain nombre de gens. Par exemple, M. McCarthy, je crois, qui a érigé aux frais des contribuables un godemichet anal géant sur la place de Vendôme, qu'il fasse ça dans un champ qui lui appartient, après tout, qu'il s'assoie dessus, même, ça ne me gêne pas, mais en l'occurrence, ça me gêne que ce soit donné comme spectacle et comme modèle, en quelque sorte, de la culture. Oui, c'est un modèle de l'enculture, ça. J'ai trouvé que le mot était idéal, donc finalement, c'est un titre qui est inspiré d'une parole de Jean-Marie Le Pen, et je trouve ça très, très juste. C'est vraiment l'enculture. Bien évidemment, c'est un titre difficile, j'ai beaucoup hésité à le mettre, mais je me suis dit, bon, c'est l'identité de ce livre et de cette révolte, et c'est bien en phase avec le monde. Pour répondre sur la couverture, effectivement, donc elle est très violente elle aussi, c'est un chien qui sodomise un homme, et l'homme en question sur la photo s'appelle Oleg Kulik. Donc c'est une photo donc, qu'il a fait prendre de lui-même en train de se faire sodomiser par un chien noir. Oleg Kulik est un zoophile patenté qui fait passer sa tare pour étant de l'art. Voilà. Donc aujourd'hui, les tares sont des objets rémunérateurs, sont des sources de rémunération. Et donc ce gars-là a fait beaucoup de photos. Il a fait une photo de lui en train d'avoir son sexe dans une bouche de porc, en train de mettre sa tête dans le cul d'une vache, en train de faire des choses avec une chèvre, de se faire sucer par un chien, je crois, un truc comme ça. C'est terrible, mais bon voilà. C'est un zoophile et donc on nous propose ça comme modèle de culture, modèle de l'enculture. Donc le titre va bien avec l'image. Ce titre et cette image sont aussi la violence que je reçois, moi, à mon tour, de l'art contemporain. En tant qu'artiste et en tant qu'amateur d'art aussi, je suis très très chagriné de voir la violence extrême avec laquelle l'art dont l'art est aujourd'hui victime. Et donc j'ai décidé de renvoyer comme un effet de miroir la violence que je percevais de cet abus et de cette usurpation d'identité. Très grave. Parce que l'art, c'est quand même
l'élément essentiel qui fait qu'un humain est un humain et plus totalement un animal. Donc voilà, c'est vraiment pour rendre cette violence-là, et pour aussi mettre les gens en face de leurs responsabilités. Les gens ont une responsabilité, on ne peut pas mettre l'art contemporain de côté en disant « de gustibus et coloribus ». Donc les goûts et les couleurs de chacun, chacun doit être libre d'aimer les goûts et les couleurs. Bon, déjà la liberté inconditionnelle, ça n'a jamais donné rien de bon. D'autre part, j'estime que non, c'est pas un sujet purement subjectif, c'est extrêmement objectif. Et il faut que les gens se rendent compte que l'art contemporain touche de la politique, l'économie, le capitalisme, bien évidemment, ainsi que la morale, la tradition et tout plein de choses qui ont une influence sur la façon de penser des gens. Beaucoup de gens confondent art moderne et art contemporain. L'art moderne, c'est un courant qui date du 19e siècle et qui a été très bien représenté dans le livre d'Émile Zola qui s'appelle « L'œuvre ». Il relate l'expérience de Cézanne, maquillée en Paul Lantier, au Salon des Refusés, qui, en compagnie d'Edouard Manet, avait créé... En fait, c'était Edouard Manet, pardon, c'est pas Cézanne, c'est Edouard Manet qui était habillé en Paul Lantier et qui avait fait le déjeuner sur l'herbe, qui à l'époque avait été refusé par le Salon universel et qui avait été exposé au Salon des Refusés. Et donc il y avait toute cette espèce d'intelligentsia à l'époque du pouvoir qui sélectionnait des œuvres pour présenter au public. Effectivement, la censure a toujours existé, elle n'est pas moins présente. Et donc la censure de l'époque avait cette faculté de dire que voilà, l'art moderne, c'est ce qui avait apporté, c'est ce qui avait d'ailleurs qui avait été déclenché par la photo. Je l'explique dans l'Enculture numéro 2, parce qu'il y a donc deux opus. Par la photo qui avait à la fin du premier tiers du 19e siècle, la première photo avait été faite, et elle a ouvert les portes, elle a cassé, si tu veux, l'académie, entre guillemets, le fait que les peintres aillent à l'académie pour faire des représentations ultra réalistes, donc école Renaissance, toutes ces choses-là. La photo a libéré la peinture, donc on a eu des Van Gogh, on a eu effectivement l'impressionnisme qui est arrivé, l'impressionnisme qui était très décrié, qui s'appelait impressionnisme de manière par un critique dont j'ai oublié le nom, que j'avais lu l'autre jour, un critique d'art qui disait impressionnisme de façon très négative, avec une mauvaise connotation, et finalement c'est un mot qui est resté pour le courant. Et l'impressionnisme donc a dévoilé toute une belle expression de la couleur. Tout le monde connaît l'expressionnisme. Et au Salon des Refusés, après il y a eu la peinture extérieure, donc c'est le plein-airisme comme ils appelaient ça. Ensuite, l'art contemporain, comment on le définit? L'art contemporain il commence à peu près en 1917 pour moi officiellement. Officiellement c'est la date de 1917 avec la présentation du ready-made de très célèbre La Fontaine, donc qui est un urinoir renversé signé R.Mut 1917 par Marcel Duchamp. Marcel Duchamp qui avait au départ été, qui se définit d'ailleurs comme un anticapitaliste acharné et un anarchiste. Donc Duchamp qui au départ est quelqu'un de très sain d'esprit, parce que c'est un artiste qui produit des œuvres, qui a un talent que je reconnais. Il a un beau talent, il a fait quelques beaux tableaux, mais il a eu une révolte un jour, il a eu une révolte envers le marché de l'art et envers justement cette idée de marchandiser l'art et de fractionner l'art en catégories juste par leur prix. Donc il a eu ce mouvement très intelligent de révolte contre cette nouvelle forme de marché. Et pour protester, pour se moquer du marché, il a, avec un ami, fomenté, il est allé à New York à une vente aux enchères à New York, il a apporté cet urinoir qu'il avait récupéré je ne sais où, il avait signé, et puis il avait présenté. Au début c'était refusé, les gens disaient tout ça vient ce machin, c'est n'importe quoi. Et après il a dit mais oui tu verras, il a un peu négocié, et au final au bout de la deuxième tentative il a réussi à le faire accepter. Donc il est passé devant, et devant le parterre de potentiels acquéreurs, il y avait son ami qui était un complice et qui a levé la main pour dire bon moi je l'achète à tel prix, par exemple 10 000 on va dire, 10 000 francs, mais à un prix sensiblement important pour que les autres se disent bah moi je vais en tirer 11 000. L'économie, c'est vraiment la science humaine la plus brute, dans la mesure où c'est le chemin de A à B le plus simple au monde. C'est-à-dire, ça s'appelle en fait l'avidité. Et donc quand les gens vont accoler une valeur à un objet, tout de suite,
quelqu'un d'autre va se dire, bah, si cet objet dans le cognitif du mec là vaut 10 000, bah, moi je vais essayer de l'acquérir vu que ça vaut quelque chose. Et je pourrais peut-être le revendre et faire de la spéculation. Et c'est comme ça que c'est parti, c'est tout simple. C'est avec un complice à lui, et il se moquait des gens en gros qui achetaient cette urinoir parce qu'il a trouvé ça ridicule et toute personne saine d'esprit trouvait ça ridicule. Donc il y a déjà, donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc c'est parti de là. Au final, j'analyse beaucoup Duchamp. Alors, il y a une énorme partie sur Duchamp et sur le ready-made, le point de départ de l'art contemporain comme on l'entend aujourd'hui, dans le livre 2. Donc là, il y a une vraie analyse. Il y a une vraie analyse très longue avec effectivement le dadaïsme aussi qui s'imbrique dans cette histoire-là. Donc voilà, le dadaïsme est aussi un mouvement très pervers et très intéressant à démonter aux côtés de Duchamp, qui Duchamp lui-même se pervertira à son propre jeu. Le livre 1, c'est donc le diagnostic. Et le livre 2, ce sera l'abjuration. Voilà. Et ensuite, bon, on va jusqu'à la fin des années 60 avec le summum de l'allégorie de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on aura une vente de 300 grammes de merde de Manzoni. Il en aura fait 90, si mes souvenirs sont bons. Donc là, c'est vraiment la plus belle allégorie qu'on puisse faire à l'art contemporain. De ces années-là, je crois que Duchamp est mort. Tu parles du mouvement ready-made. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Alors le ready-made, donc c'est textuellement le déjà fait, comme le nom l'indique, c'est simplement prendre un objet et le poser là et dire bon, c'est de l'art. Ta critique de l'art contemporain concerne uniquement l'art pictural ou d'autres formes d'art? Non, bien sûr, l'art contemporain est présent à infester toutes les disciplines que l'on peut connaître, notamment la littérature et la musique. La littérature, dans un temps où on parle des chromos, si tu veux, les chromos qui sont, comme disait Céline, ces petites histoires écrites où tout le monde peut raconter son histoire, quelque part, donc sans style, sans rien, sans émotion. Donc il y en a beaucoup des romanciers, j'appelle ça, des romanciers de plage, pour être encore plus insultant. Donc ces gens qu'on vend à Carrefour, Leclerc, Migros, Brico, ces gens-là. Donc ça c'est vraiment la littérature contemporaine où on a simplement l'événement du roman américain, où on a vraiment cette envie du best-seller absolu. Donc chacun dit il faut faire un best-seller, c'est l'aboutissement de tout. Je te le dirai en mille, pour faire une formule de best-seller, il faut aller sur Google, tu tapes formule pour faire un best-seller, il te donne les ingrédients en 5 points pour faire un livre à succès. Donc c'est extrêmement grotesque parce qu'ils ont étudié la psychologie des gens et ce qui les touche. De même que la musique, où tu as 4 accords qui sont toujours les mêmes et qu'on fait répéter parce que c'est des accords qui, je crois, psychiquement vont toucher une certaine corde de sensibilité chez les gens, ce qui vont leur faire prendre goût à la musique. Et pour finir quelque part la note triste de l'art contemporain en termes musical, tu connaîtras certainement les 4 minutes 33 de silence composés par John Cage. Alors, tu auras vu la partition, c'est un truc génial. C'est une partition de musique avec aucune note dedans. Et il y a même des mecs qui sont allés écouter un concert de John Cage, donc avec un gars qui est venu devant la scène, costume, machin. Il vient, il s'assied sur son fauteuil devant son piano, il visse comme il faut, il change la hauteur pour bien être avec les pédales et les mains. Et là, il pose ses mains sur les genoux comme ça. Et le gars, pendant 4 minutes 33, ne fait rien. Et les autres écoutent ce mec ne rien faire. Donc ça va le coup. Et après, attention, à la fin du morceau chimérique d'ailleurs, il se lève. Les gens applaudissent. Mais vraiment, ils applaudissent. Et le gars salue. Très sérieux, hein, il a des moustaches blanches, c'est un ancien. Il salue et puis il s'en va. La musique, la littérature contemporaine, voilà. La littérature contemporaine, c'est ses livres sans saveur.
des gens d'Ormesson qui vont chez Drucker parler de leurs fantasmes de préadolescents sur les cousines, et des trucs comme ça. Mais c'était pas de temps, c'est génial. Avec un filet d'hôtel, l'eau ça mouille, le soleil fait chaud, etc. Des choses comme ça. Mais c'était pas de temps, c'est génial. Je raconte bien dans le En Culture numéro 1 un passage sur Jean d'Ormesson. Hélas, pauvre homme, j'aurais bien aimé l'admirer, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'était pas de temps, c'est génial. Alors comment tu as structuré ton pamphlet En Culture là? Alors, l'Enculture est un ouvrage qui fait quasiment 700 pages au total, mais il a été coupé en deux. J'ai décidé de le séparer à la moitié, ce qui tombe assez bien, avec les deux parties, comme j'avais évoqué. Donc, le premier livre s'appelle Le Diagnostic, le second livre, L'Abjuration. Alors, le diagnostic, comment je fomente cette attaque? Il faut savoir que l'Enculture est basée sur une dialectique initiale, avec la rencontre, au début, d'une journaliste, enfin, du narrateur, moi, et d'une journaliste à Paris, au De Magot, qui est un café à Saint-Germain-des-Prés, juste à 2 pas de l'écume des Pages. Donc là où avait ses habitudes Jean-Paul Sartre. C'est symbolique parce que c'est revenir sur les lieux où la bête immonde a vécu, et où elle avait ses habitudes. Et donc, je suis au début en conversation avec Fabrice Lucchini, que je fais fuir, et arrive après une journaliste du Point. Et avec elle, voilà, il y a une discussion qui s'embraye, et donc l'Enculture démarre comme ça. L'Enculture démarre aussi avec la narration d'une petite nouvelle qui s'appelle Croisière fatale 2, qui est une référence directe à mon premier livre, Les Contes du Cauchemar, où il y avait une nouvelle qui s'appelait Croisière fatale, tout court, et qui est, les lecteurs découvriront cette nouvelle assez drôle sur effectivement un couple de personnes âgées qui achètent des œuvres à la Barta Contemporary, qui est une galerie spéciale qui vend beaucoup de monochromes. Ensuite, le livre commence et on fait l'état des lieux. Moi, je suis genevois, comme toi, et on constate, toi tu as constaté aussi, je constate aussi dans le livre, l'étendue des dégâts. Qu'est-ce que le modernisme? Quelle est cette ville aujourd'hui que Genève? Comment est-elle peuplée? Qui y a autour? Dans quel environnement est-ce qu'on est? Parce que l'art contemporain, c'est aussi la résultante d'un environnement, et donc une certaine traduction d'une certaine forme de mentalité globale. Ensuite, on arrive sur les côtés politiques. Pourquoi est-ce qu'on voit fleurir ci et là des éloges à propos de tel ou tel objet contemporain, d'art contemporain? On va parler des différents de nihilisme. Voilà. On va voir, mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte rien. Pourquoi est-ce qu'on se sert de... Pourquoi est-ce que cette œuvre est accolée à ce message-là? À quelle fin? Quels sont les objectifs? Qui sponsorise tout ça? Dans le deuxième livre, il y aura l'abjuration, donc le phénomène moins sociétal pur et plus technique, où on va véritablement parler d'histoire de l'art, on va véritablement parler de questions politiques, de questions capitalistes, qui sont déjà abordées dans cet ouvrage, le premier ouvrage. Le décor qu'on aura dressé dans le premier livre, dans le diagnostic, on va soigner les blessures dans le livre 2 et on va faire une enquête quelque part de la maladie contemporaine. Parce que notre société est aujourd'hui malade et l'art contemporain est le meilleur symptôme pour constater cette star qui se propage dans notre corps social. Donc le deuxième livre sera véritablement un livre beaucoup plus médical. Et le deuxième livre se présentera comme un ouvrage qui démontrera finalement que, en partie, disons, que le capitalisme est une grande cause, un grand dommage dans la façon dont les hommes vivent aujourd'hui, la manière avec laquelle ils pensent, qui se traduit dans cette discipline, art contemporain, qui est effectivement la réunification de tous les symboles les plus désastreux. De maladie. Y a-t-il un lien entre le capital et le capitalisme dans sa forme actuelle et puis ce qu'on voit de l'art contemporain aujourd'hui? Absolument, car depuis la révolution industrielle, on observe que le Fordisme a
véritablement dirigé nos esprits, et la recherche du profit, ainsi que du pouvoir d'achat, mais surtout du profit pour ceux qui conçoivent des objets et qui cherchent à en retirer un bénéfice. La recherche du profit a toujours amené à toujours réduire davantage la qualité du produit, à gagner du temps pour avoir une plus grande marge. Je pense que l'art contemporain est aisément comparable à ce genre de choses et en est l'allégorie parfaite. Bien évidemment, on en parle beaucoup plus, et le capitalisme est un sujet gigantesque, donc difficile de le développer dans cette entrevue-là, mais grosso modo, ces 3 points peuvent déjà alerter le spectateur. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage,